Merci Pierre. Merci, bonjour à tous de rejoindre ce webinaire ce matin, vendredi matin. Je suis Cyril Darader, pour ceux qui ne me connaissent pas, responsable commercial sud basé à Toulouse. Et je vais vous présenter là pendant quelques minutes les nouveautés produits qui ont été récemment annoncées et qui seront prochainement disponibles, avant que Cyril ne prenne le relais pour la partie tutoriel technique. Je vais en profiter aussi pour remercier tous ceux qui ont rendu visite au stand de Mobotix lors des étapes du Roadshow ACTN, qui n'est pas encore complètement terminé. C'était donc à Lyon, Montpellier, Metz, Besançon et hier à Bordeaux et la semaine prochaine à Toulouse, mais je pense que Pierre redonnera les dates à la fin de ce webinaire. En ce qui concerne les nouveautés produits qui ont été donc annoncées et qui arriveront prochainement, 3 nouveautés principales, une version 2.0 de l'application MXBell, une version 1.8 de Management Center et un nouveau logiciel embarqué sur les caméras génération 5 et 6. La nouvelle version de MXBell 2.0. Donc, je rappelle que c'est une application disponible sur iOS et Android. À l'heure actuelle, l'application version 1.0 supporte la notification par push sur appel de portier T25, permet également la vue en direct des caméras et portiers vidéo avec PTZ tactile, le déclenchement de contacts, de portes, de l'audio main libre, bien sûr bidirectionnel, de la recherche automatique de caméras pour rajouter des caméras à la liste des dispositifs disponibles, une connexion à distance bien sûr via des données mobiles. Elle est disponible donc et compatible pour iOS à partir de la version 8 et Android à partir de la version 4.4. Elle est bien sûr gratuite, comprise dans le système. Là, les nouveautés de la version 2.0 seront une vue en gris de 2 à 4 caméras en live qui sera donc disponible. L'accès aux enregistrements des portiers et des caméras. Donc c'est nouveau, en plus de la vue en direct, il y aura également un accès aux enregistrements qui ont été programmés sur les portiers ou sur les caméras. La mise à jour interviendra courant avril 2018, donc vous serez prévenu bien sûr si vous avez l'application déjà installée par une mise à jour, une notification de mise à jour automatique sur vos téléphones et vos tablettes. Nouvelle version de Management Center, la version 1.8. La grande nouveauté est le début de l'intégration d'un module de configuration des caméras. Donc ce sera une nouvelle vue et un gros changement, donc une grosse évolution stratégique de Mobotix qui est d'intégrer le maximum de paramétrage au sein de Management Center pour s'affranchir au maximum de l'accès de la configuration via le web serveur des caméras. Donc, ça ressemblera à cette fenêtre de configuration avec une barre qui permettra d'avoir accès aux différents paramétrages et listes de caméras qui seront indexées sur les paramétrages. Une fenêtre de configuration principale avec des onglets. Donc, vous voyez les onglets ici, General, Network, Time, Image, etc., etc. L'accès au module de configuration se fera via le menu du bandeau inférieur. Il sera possible d'aller rentrer dans une configuration de toutes les caméras ou par groupe de caméras. La version 1.8 commencera avec 6 onglets de paramétrage. Un paramétrage général de type armement, source audio, fréquence d'alimentation, etc. Un onglet réseau, un onglet horloge, donc programmation des NTP serveurs de temps, un onglet image, taille d'image, résolution, fréquence, un onglet sur l'MX Activity Sensor et un onglet sur les enregistrements. Il sera possible de faire du paramétrage indépendant de caméra par caméra ou groupé. Donc ça, c'est également un point très important et intéressant. Enfin, pour ce qui est de l'onglet MX Activity Sensor, il sera beaucoup plus aisé de programmer des fenêtres de détection par du simple clic de souris, pour ceux qui connaissent la façon de le faire sur le web server. Donc là, on simplifiera ça de façon importante. Quelques exemples du module d'utilisation du module de configuration.
Il sera possible, par exemple, de faire une synchronisation groupée de toutes les caméras sur une caméra qui sera équipée d'un module GPS en un seul clic. Il sera possible de convertir les images d'un groupe de 80 caméras de VGA à du Full HD. Il sera possible de changer également les paramètres caméra sans changer la langue des menus de configuration. C'est-à-dire que les menus de configuration seront dans la langue du MX Management Center que vous aurez installé. Cette mise à jour interviendra également courant avril ou mai. Le nouveau logiciel embarqué, donc qui sera également disponible sur ces périodes-là, donc permettra à toutes les générations de caméras 4, 5 ou 6 d'avoir une compatibilité avec MX Management Center 1.8. Une nouvelle gestion également de MX FFS qui permettra de programmer la carte microSD en cible secondaire. Donc ça, c'est également très nouveau et innovant puisque ça permettra de pouvoir enregistrer directement sur le NAS quand celui-ci est disponible sans passer par la carte microSD. La carte microSD ne servira vraiment qu'en cas de problème d'accès au NAS, contrairement à aujourd'hui où la carte microSD est systématiquement écrite, donc systématiquement utilisée. Donc ça augmentera grandement la durée de vie des cartes microSD. Enfin, on parle bien sûr sécurité, puisque le nouveau logiciel embarqué obligera au premier démarrage de la caméra un changement de mot de passe. C'est-à-dire que le mot de passe usine devra obligatoirement être changé dès le démarrage de la caméra et dès la première connexion à la caméra. Vous retrouverez les logiciels donc toujours sur le site internet mobotix.com ou .fr, support, Download Center, Software Download et Caméra Software. Vous avez entendu parler donc précédemment du Cactus Concept, qui est la mise en avant pour Mobotix de toutes les fonctions de sécurité que le système Mobotix embarque et qui permet de lutter contre la cybercriminalité, cyberattaque. Je voulais également vous donc à ce propos vous annoncer à nouveau que nous organisons le 12 avril prochain, donc c'est jeudi prochain, la semaine prochaine, un événement cybersécurité à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, pour ceux qui seront dans les parages en région parisienne ou ceux qui pourront s'y rendre, avec donc des intervenants très importants. Je vais citer par exemple la société Blue Sky Force dans l'après-midi. Blue Sky Force est le premier organisme de France de formation professionnelle et d'entraînement à la cyberdéfense. Donc c'est reconnu comme un expert en entraînement opérationnel. Nous aurons des témoignages également de partenaires pour les installations de châteaux, château de Chambord par exemple, avec Denis Follin. Et nous aurons également la présence d'un représentant de la Direction générale de la sécurité intérieure, donc la DGSI, qui partagera avec nous une sensibilisation à la protection de l'information à l'ère du numérique et des objets connectés. Donc je vous invite vraiment à essayer d'y participer. Ça sera une journée très très importante et riche en informations. Si vous êtes intéressé, vous nous envoyez juste un petit mail à moi-même ou à votre contact Mobotix préféré. Voilà, c'était tout pour cette petite partie nouveautés produits et agenda. Je vais laisser la main à Cyril Schoenecker maintenant pour la partie tutoriel technique. Merci à tous. Merci Cyril. Donc, je vais te passer les commandes. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Absolument, oui. Ok, donc bonjour à tous. De mon côté, je me présente aussi rapidement. Donc, je suis l'autre Cyril, Cyril Schoenecker. Je m'occupe de la partie technique avant-vente. Donc, je suis là pour vous aider à répondre à des cahiers des charges non standards, à des applications un petit peu exotiques, vous aider à dimensionner tout ça et à le présenter auprès de vos clients. Et également, je m'occupe de la partie formation. Voilà. Donc, l'idée de ce matin, c'est de vous montrer où et comment, dans les caméras, on peut paramétrer des choses de façon à bien démarrer
un système de vidéosurveillance basé sur les caméras Mobotix. Donc l'idée, c'est d'aller s'occuper de la partie connectivité, réseau et utilisateur, de faire les premiers réglages d'image, d'activer les enregistrements et une fois qu'on a fait ça sur une caméra, de regarder comment répliquer ces informations à l'ensemble des caméras de vidéosurveillance de notre projet. Pour commencer, je vous conseille vivement d'effectuer sur chaque caméra ce qu'on appelle le Quick Install. Le Quick Install, c'est positionner les paramètres réseau de la caméra et le mot de passe administrateur, par exemple. Alors, ce Quick Install, il se lance en allant dans le menu Admin de la caméra et vous avez un sous-menu Quick Installation. La première fenêtre qui s'affiche vous propose de changer la langue de l'interface web de la caméra. Aujourd'hui, moi, je vous conseille vivement de rester sur l'anglais. Vous pouvez, sur la deuxième page de l'assistant, lire les dernières release notes, donc savoir quelles sont les dernières fonctionnalités apportées par la mise à jour de votre firmware. Vous pouvez, avec l'écran suivant, remettre à zéro complètement votre caméra. Donc ça peut être aussi un moyen de remettre à zéro la caméra pour repartir sur une programmation propre. Ou vous pouvez simplement choisir de ne modifier que les paramètres du Quick Install et de laisser tout le reste des paramètres que vous avez déjà mis dans la caméra sur leur état actuel. L'onglet suivant vous permet d'autoriser ou d'interdire l'accès public aux images. Alors, qu'est-ce qu'on appelle accès public aux images? Quand on tape l'adresse IP d'une caméra, on a deux options. Soit la caméra diffuse tout de suite les images en direct, soit la caméra demande une authentification, un login et un mot de passe avant de commencer à diffuser les images en direct. Donc, ça dépend si on se place plutôt sur un projet type webcam ou plutôt sur un projet de type caméra de sécurité. Vous avez les deux options qui sont disponibles. Vous pouvez ensuite choisir le fuseau horaire dans lequel votre caméra est installée, donc ce qui sera très important pour la synchronisation de temps entre les caméras et Management Center plus tard. Vous pouvez sur l'onglet suivant activer les fonctionnalités audio de la caméra, donc activer le micro, activer le haut-parleur. L'onglet suivant vous permet de nommer votre caméra, de donner le nom réseau de la caméra en suivant les règles de nommage des services DNS. Donc, majuscule, minuscule, des chiffres, pas d'accent, pas d'espace, pas de choses comme ça. Le seul sigle qui soit accepté, c'est le tiret du moins. L'onglet suivant vous permet de paramétrer l'interface réseau de la caméra, donc soit laisser votre caméra en DHCP, ce qui en général n'est pas tellement recommandé, soit passer sur le paramétrage manuel des informations réseau, et quand vous faites suivant, vous arrivez sur le détail. Donc à cet endroit-là, on renseigne l'adresse IP de la caméra, ainsi que le masque de sous-réseau de la caméra. Au passage, l'écran vous rappelle l'adresse IP usine de votre caméra, ici 10.22.60.150, qui celle-ci ne peut pas être changée, elle peut juste être activée ou désactivée. Par contre, on peut paramétrer et personnaliser la seconde adresse IP. L'écran suivant vous permet de renseigner la passerelle, qui vous permettra d'accéder à d'autres sous-réseaux ou à Internet. L'écran suivant, lui, vous permet de paramétrer les serveurs DNS. Je peux mettre plusieurs serveurs DNS à cet endroit-là. Donc les serveurs DNS vont me permettre de faire de la résolution de noms pour par exemple du service NTP, service de temps, service email, service FTP pour le transfert de fichiers ou pour joindre des hôtes pour transférer des notifications réseau. Vous avez ici un onglet de paramétrage du service FTP qu'en général on ne remplit pas à ce stade, on le laisse vide. On va le personnaliser plus tard si on en a besoin directement dans le menu admin de la caméra. On arrive au bout du wizard de configuration rapide, donc le Quick Install. À cet endroit-là, le wizard vous rappelle les paramètres de connexion à la caméra, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, etc. Et il vous rappelle surtout, une dernière fois,
si vous avez changé le mot de passe, il vous inscrit le mot de passe en clair à cet endroit-là. Donc, à la place de user and password will not be changed, vous auriez ici le mot de passe que vous avez choisi en clair. Donc, je vous incite fortement soit à imprimer cette page, soit à la garder dans vos archives de dossier ou à le noter. Le mot de passe, là, c'est la dernière fois que vous le verrez en clair. Après, vous n'y aurez plus accès. Une fois que l'on stocke cette configuration, la caméra enregistre tout ça et redémarre. Une fois que la caméra a redémarré, elle nous affiche donc son image, son menu, et nous allons maintenant nous intéresser au menu déroulant qui est ici en haut dans l'interface web de la caméra. À l'aide de ce menu déroulant, nous allons faire les premiers paramétrages de la caméra, ceux qui sont absolument nécessaires pour démarrer. Voici le détail du menu déroulant et nous allons passer ensemble les différentes sections. La première section, c'est la sélection du capteur. Alors, c'est traduit par caméra ici, c'est plus la sélection du capteur. Vous savez que vous pouvez avoir des caméras avec 2 capteurs. Eh bien, à cet endroit-là, vous allez pouvoir dire à la caméra si elle doit afficher toujours le capteur de droite, toujours le capteur de gauche, toujours les 2 capteurs en même temps, automatiquement le capteur de droite quand il y a assez de lumière, le capteur de gauche quand il n'y a pas assez de lumière, donc ce qui vous permet de faire du jour-nuit avec un capteur noir et blanc et un capteur couleur, et tout ça sans pièce mobile, ou alors de faire de l'overlay thermique si vous avez une caméra avec un capteur thermique et un capteur couleur ou noir et blanc. Le menu suivant, le Display Mode, le mode d'affichage, permet de choisir pour chaque capteur si on affiche l'image complète, l'image corrigée, ce qui peut être utile avec des lentilles de 90 103 degrés, du Picture in Picture, donc on va venir incruster dans l'image en direct d'un capteur le deuxième capteur en direct. Du Picture in Zoom, donc là j'incruste l'image à 100% dans l'image zoomée, comme c'est illustré en bas à droite. De l'Event in Picture, c'est-à-dire que j'incruste dans l'image en direct la dernière image d'alarme. Ça, c'est le menu que vous avez si vous avez un capteur, disons, traditionnel. Si vous avez un capteur de type hémisphérique, ce menu-là change légèrement. Voyons à quoi ça ressemble. On a toujours l'idée du Full Image. Donc, j'affiche le capteur both. Ça existe toujours. On a le mode normal, donc qui permet de redresser la vue hémisphérique dans une vue type caméra traditionnelle 60-90 degrés. Vous avez un mode quadra, donc qui permet de définir 4 caméras virtuelles, 4 vues virtuelles au sein d'une même caméra qui s'appelle Surround. Le mode panorama, très utilisé pour les caméras hémisphériques montées en murale. Le mode panorama avec 2 vues focus. Et le mode double panorama, lui, est plutôt utilisé pour des caméras hémisphériques montées en plafond. Bien sûr, pour les vues normales, surround, panneau focus et double panorama, vous pouvez complètement ajuster les points de vue et les zooms sur chaque petite section. La partie suivante concerne ce qu'on appelle le Virtual PTZ. Elle permet de définir dans la caméra 15 vues présélectionnées, c'est-à-dire 15 zooms dans la caméra et zones de l'image que l'on souhaite afficher. Ça vous permettra après d'appeler très rapidement ces prépositions. Donc c'est des prépositions, malgré qu'il n'y ait pas de pièces mécaniques, on peut faire des prépositions dans les caméras Mobotix. Le menu suivant parle de l'enregistrement. Donc c'est à cet endroit que vous allez pouvoir activer ou désactiver l'enregistrement, on-off, que vous allez pouvoir spécifier la méthode d'enregistrement, event recording, donc j'enregistre uniquement sur événement, continuous recording, je peux enregistrer en permanence à 1 image par seconde, à 4 images par seconde, ou au nombre d'images par seconde maxi que la caméra est capable de générer.
Si j'ai choisi le mode Event Recording, je peux par exemple définir dans ma caméra des VM, donc Video Motion, des zones de détection qui vont déclencher l'enregistrement quand un certain nombre de pixels changent dans les carrés sélectionnés. Donc je peux, avec Replace Window et Add Window, décrire plusieurs zones dans mon image qui vont permettre de déclencher les enregistrements. Un peu plus bas, on a Full Image ou Live Image Recording. On explique à la caméra s'il faut enregistrer l'image qui est diffusée en direct ou l'image entière, quelle que soit la méthode de visualisation que l'on a choisie sur les capteurs précédemment dans le display mode. Tout en bas, vous avez Show ou Hide symbole qui permettent d'afficher ou de masquer le petit rond qui est en haut à droite et les informations sur les événements et les actions qui figurent dans le bandeau inférieur de la caméra. Passons maintenant au réglage des images. Le premier menu vous permet de régler la taille des images, la résolution des images. Vous pouvez demander à la caméra de générer des images en PDA, donc vous avez des images très rapides mais avec très peu de détails, ou alors vous pouvez générer des images en 6 millions de pixels qui vous fournissent beaucoup de détails. Vous pouvez aussi, dans les caméras Mobotix, définir des tailles personnalisées qui permettent d'optimiser l'utilisation du processeur de la caméra, l'utilisation du réseau entre la caméra et la partie stockage ou visualisation, et l'espace stocké sur le disque. Si les informations qui sont en haut ou en bas dans l'image, là en l'occurrence, ne m'intéressent pas, je me restreins uniquement à la zone dont j'ai besoin sur cette image. Le menu Image Program. Ce menu vous permet de défiler des petits assistants, donc 6 au total, qui vont prépositionner des paramètres de la caméra de façon à accomplir un travail défini dans le cahier des charges de la caméra. Je peux par exemple demander à ma caméra de générer des images aussi rapides que possible, même en conditions de sous-exposition. Donc même si je n'ai pas beaucoup de lumière, je vais autoriser l'apparition de bruit dans l'image, mais je souhaite avoir des images nettes en sous-exposition. À l'inverse, par exemple, le profil webcam, lui, va demander d'avoir de belles images. Donc on va retarder au maximum le moment où on met en route les amplificateurs logiciels, de façon à ne pas avoir de grains dans l'image, et de façon à avoir une image aussi belle que possible. Par contre, ce profil demande bien sûr des scènes qui sont éclairées. Si la luminosité baisse, on acceptera avec ce profil d'avoir des traînées dans l'image, du flou, de bouger en cas de sous-exposition. Image Quality, donc la qualité d'image, ce paramètre donc normal, haut ou rapide, permet simplement de demander à la caméra soit de traiter tous les pixels à chaque scanning du capteur de façon à avoir des images très piquées, très tranchées, ou alors de traiter seulement une partie des pixels et d'interpoler les autres pixels de façon à avoir un flux d'images plus rapide. Luminosité. On peut globalement, dans toute l'image, ajuster la luminosité. Le paramètre par défaut, c'est 0, et on peut aller de -10 à +10. Donc, assombrir ou éclaircir globalement toute l'image. On peut également donner à la caméra la zone d'exposition, c'est-à-dire quelle est la zone sur laquelle la caméra doit se focaliser pour calculer la luminosité moyenne. On peut par exemple, alors c'est valable bien sûr sur la partie visible comme sur la partie thermique. Ici, vous avez un exemple, on demande à la caméra de prendre la zone centrale de l'image pour calculer l'exposition. Ici, on lui demande de prendre la zone basse. Et si dans les zones préparamétrées, aucune ne correspond à votre besoin, vous pouvez simplement aller décrire les rectangles d'exposition aux endroits qui sont intéressants pour vous dans l'image de la caméra. Encore une fois, vous pouvez faire cela sur un capteur thermique comme sur un capteur visible. Le backlight. Le backlight vous permet d'accentuer les zones sombres dans l'image. Alors vous avez ici un exemple de backlight mis à 10, donc j'éclaircis énormément les parties sombres de l'image, ou d'un backlight à -10 qui permet de
de foncer les parties sombres, en fait, d'avoir une différence très marquée entre les parties un peu sombres et les parties un peu claires. Typiquement, le réglage -10 est utilisé dans les réglages d'image quand on fait de la lecture de plaque. Quand on fait de la lecture de plaque, on a besoin que dès que ce soit sombre, ce soit très sombre, et dès que c'est un peu clair, ce soit très clair. Sharpness, ça correspond à la qualité des contours dans l'image. On peut demander à la caméra d'accentuer énormément les contours, donc de trancher énormément les images, ou d'adoucir les contours pour avoir quelque chose qui est peut-être un peu plus naturel. La qualité JPEG, on peut paramétrer les qualités JPEG des images Mobotix indépendamment de la résolution, de 10% à 90% de qualité. Au-delà de la qualité JPEG elle-même, donc de la quantité de détails et de la fiabilité des détails qui sont transmis par la compression ou par l'absence de compression, ne perdez jamais de vue qu'il faut, qu'il faut prendre en compte la taille résultante des images. Là, vous avez un exemple. L'image à 10% pèse en gros 17 kilooctets. L'image à 90% pèse en gros 87 kilooctets. C'est juste 5 fois plus. Donc, il faut toujours se poser la question de choisir la bonne qualité d'image pour avoir suffisamment de détails et suffisamment d'informations compte tenu du travail qui est demandé à la caméra, sans exagérer non plus pour ne pas surcharger ni le réseau ni le stockeur. Focusing Aid, ça c'est un petit outil qui vous permet juste visuellement ou visuellement et avec l'audio de refocaliser une lentille sur un capteur Mobotix. Vous avez peut-être acheté un capteur, une caméra complètement montée, mais dans l'application que vous en avez, vous ne souhaitez pas utiliser le plan focal qui a été réglé d'usine, vous avez besoin de focaliser plus près par exemple. Donc vous allez pouvoir avec cet outil refocaliser la lentille. Cet outil, vous en aurez forcément besoin si vous achetez séparément la lentille et la caméra. Vous achetez par exemple une D26, ben vous avez la caméra d'un côté, vous avez la lentille de l'autre. Il faudra monter la lentille dans la caméra et utiliser cet outil pour focaliser votre lentille. Le menu suivant permet de régler le volume sonore du haut-parleur, si tant est que vous l'ayez activé dans le Quick Install, et pour exemple de jouer un son de la liste des sons qui sont présents dans votre caméra. Et le menu juste après lui permet de régler la sensibilité du micro. Pareil, si vous l'avez activé dans le Quick Install, vous avez le choix entre les 3 sensibilités qui sont surtout dépendantes ici du bruit ambiant. Vous pouvez enfin, si vous souhaitez exploiter les caméras à travers le navigateur web, ce qui est très peu courant à l'heure actuelle, sélectionner le type de navigateur, en tout cas le type de communication que vous avez entre le navigateur et la caméra. Et le dernier onglet vous permet de sauvegarder l'intégralité des réglages que vous venez de faire, de façon à ce qu'au prochain démarrage, la caméra conserve toutes ces modifications. Alors là, dans le menu, vous avez donc Store Entire Configuration, vous stockez l'intégralité de la configuration. Restore Image Settings, ça permet, si on n'a pas sauvegardé, de récupérer les paramètres précédents. Et le Load Image Factory, ça permet de charger en mémoire tous les paramètres par défaut, mais uniquement les paramètres par défaut des menus qui sont listés ici. On ne touche pas aux autres menus de la caméra. Donc vous pouvez récupérer les paramètres d'image par défaut si au final le résultat ne vous convient pas. Quand tous ces paramétrages sont faits sur la première caméra, je vais vous montrer comment très simplement répliquer ces paramétrages en intégralité ou en partie sur les autres caméras de votre projet. Alors pour ça, il faut que sur les autres caméras, vous ayez exécuté le Quick Install et que ces caméras fassent partie du même sous-réseau que la caméra sur laquelle on est en train de travailler. Et bien sûr qu'on ait les mêmes accès, donc les mêmes mots de passe admin sur toutes les nouvelles caméras. Dans le menu admin, configuration, manager de caméra, vous avez un
un menu qui vous permet de scanner le sous-réseau sur lequel la caméra est branchée. Donc, c'est vraiment la caméra qui va scanner le sous-réseau autour d'elle. Elle va trouver un certain nombre d'autres caméras branchées sur son sous-réseau. Elle va vous les lister ici. Donc là, par exemple, on a trouvé une D16, une Q26 et une S15. On va stocker cette information dans la caméra sur laquelle je travaille. Et je vais pouvoir sélectionner là où les caméras sur lesquelles je veux copier tout ou partie de la configuration de ma caméra sur laquelle je travaille en ce moment. Ici, vous avez, quand je fais OK, un onglet qui s'ouvre et qui me dit, bon, OK, quelles sont les briques que tu veux répliquer sur les 3 caméras sélectionnées. Donc là, j'ai choisi de répliquer les utilisateurs et les mots de passe, les familles d'utilisateurs, toute la méthode d'accès au serveur de stockage, le réglage des caméras et les profils audio, par exemple. Alors, et le réseau, pardon, en haut à droite, il y avait le réseau aussi. 2 choses qui ne seront jamais copiées. Quand on choisit réseau, l'adresse IP et le nom des caméras ne sera jamais copié d'une caméra sur l'autre, à cet endroit-là. Et quand je choisis Audio Profile, si j'ai injecté des fichiers audio personnalisés dans la caméra, si j'ai injecté des logos personnalisés dans la caméra, des choses comme ça, ces informations-là ne seront pas copiées. Les profils seront copiés, mais pas les ressources. Donc, il faudra penser à mettre manuellement les fichiers son dans les caméras qui en ont besoin. Ici, on spécifie quel login et mot de passe utiliser pour se connecter aux 3 caméras qui sont branchées. D'accord ? Donc, ce login et ce mot de passe peuvent être différents de celui que j'utilise en ce moment pour me connecter à ma caméra, mais en tout cas, ils doivent être identiques pour les 3 caméras sur lesquelles je veux transférer la configuration. J'appuie sur OK, la configuration est copiée sur les 3 caméras redémarrent en prenant les briques que j'ai transférées et mon réseau de caméras est prêt pour utilisation. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin, donc une méthode systématique et rapide pour démarrer un réseau de vidéosurveillance. Cyril vous a parlé tout à l'heure des mises à jour de Management Center, le 1.8, la version 2. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de se retrouver ici dans 1 mois et demi, 2 mois, et de refaire cette formation, mais cette fois-ci sans utiliser la partie web des caméras, mais en utilisant le nouvel outil Management Center qui permettra de faire le même paramétrage pour démarrer. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je rends la main à Pierre